toujours aussi brillant que d'habitude. On a beaucoup de questions. Je crois que je ne vais pas continuer à parler et à remercier. Alors, je vais commencer par le docteur Thiel. Les questions qui ont été posées pour le docteur Thiel. Je vous écoute. Alors, quel est je ne sais pas si vous allez répondre à cette question, l'antidépresseur le plus recommandé chez les patients présentant un allongement de l'espace cuté? Oui, de toutes les manières, je pense que c'est la paroxétine. Hein. Je pense que c'est la paroxétine, mais sous toute réserve, hein, je ne me prononce pas. Je pense que c'est la paroxétine, je pense. Atoul, oui. Est-ce que tu actives ton micro? Atoul, tu actives? Oui, voilà. En fait, effectivement, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, vous avez raison, sont ceux qui sont les moins toxiques sur le plan cardiologique. Vous avez très bien rappelé dans votre présentation qu'il fallait proscrire l'utilisation des antidépresseurs tricycliques à cause de leurs effets cardiologiques, mais aussi de leurs effets alpha-bloquants qui aggravent souvent chez nos patients le risque d'hypotension orthostatique. Donc, je crois que les IRS sont probablement ceux des médicaments que l'on peut proposer qui ont le moins d'effets toxiques sur le QT, qui ont même des effets latéraux bénéfiques, parce qu'il y a eu plusieurs études de cohorte qui ont montré qu'ils avaient un effet anti-agrégant plaquettaire chez le coronarien et qui, à la différence des IMAO, qu'ils soient sélectifs ou non, n'entraînent pas les complications que l'on peut avoir lorsqu'on a une augmentation des catécholamines, notamment de la noradrénaline. Donc, j'abonde tout à fait dans votre sens. Pour la classe des antidépresseurs, les IRS et notamment la paroxétine sont des médicaments les plus safe. C'est-à-dire que l'escitalopram est connu comme étant parmi ceux qui l'allongent le plus, hein, parmi les ISRS. Hein. Donc, tout à fait. Voilà, donc là, je suis certain de ce que je dis. Alors, dépression et arrêt du tabac. Doit-on conseiller l'arrêt du tabac chez un patient ayant un infarctus du myocarde, ayant fait un infarctus du myocarde? Dépression et arrêt du tabac, c'est les cardiologues vont répondre beaucoup plus que moi. Hein. Donc, en tout état de cause, le psy, qu'est-ce qu'il peut faire? Le psy, il doit aider. Ça, c'est une recommandation majeure de tous les cardiologues. Est-ce qu'on n'autorisera pas le patient à fumer puisqu'il est déprimé? Est-ce que ce n'est pas le tabac qui est la cause de la dépression, l'arrêt du tabac qui est la cause de la dépression? Oui, mais si l'arrêt du tabac, toute frustration, je vais jouer au psy que je suis. Je vais jouer au psy que je suis, si vous le permettez. Donc, tout arrêt d'une addiction est problématique, quelle qu'elle soit. Elle est problématique parce que l'addiction, quand elle est là, et le tabac est une véritable addiction, l'addiction, quand elle est là, elle participe à l'équilibre psychique, psychologique de la personne. C'est un élément de son équilibre psychologique. Alors, il est évident que dès que vous enlevez cet élément important de l'équilibre psychologique de l'addict, vous allez générer du mal-être. Le mal-être, il s'exprime comment chez l'humain? Il s'exprime d'abord sous forme d'angoisse et d'anxiété, avec ce qui va avec, à savoir des troubles du sommeil, une irritabilité, une baisse du seuil de réaction de la personne, des troubles peut-être sexuels, en tout cas tout ce qui peut être lié à une élévation importante du niveau d'anxiété de la personne. Donc, il va y avoir forcément des éléments de ce côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider la personne à être moins dans le mal-être. Là, il y a toute l'approche, les approches psychocorporelles, toute l'aide qu'on peut apporter aux gens à travers des réponses non médicamenteuses. Il en existe. Hein. Vous faites du sport, vous faites de la relaxation, vous prenez peut-être des produits gentils et ensuite, non pas les benzodiazépines. Dans un second temps, on envisage de leur donner des petites doses d'anxiolytiques à très petite dose quand ils n'ont pas de passé addict au benzo. C'est pareil, là aussi, si on met une petite dose de benzo, c'est ce que je fais moi le plus souvent, une petite dose de benzo pendant 3, 4, 5 semaines et je l'enlève et on passe le cap difficile. C'est le début qui est difficile. Ensuite, il y a un rééquilibrage naturel qui se met en place. Vous savez, nous sommes des machines fantastiques, nous, êtres humains, vous le savez, les cardiologues, alors les psys encore différemment et de quelle manière. Et donc, nous avons la capacité à tout régénérer, à tout réparer dans notre psyché. Nous avons la possibilité de passer d'un équilibre à un autre. Il suffit simplement qu'on en ait les compétences ou qu'on soit aidé et qu'on donne le temps au temps. Notre grand problème en psychiatrie et en psychothérapie, c'est qu'il faut du temps. Pourquoi le temps? Parce que le temps est nécessaire pour que quelque chose à l'intérieur de nous fasse ce qu'elle est censée faire, cette chose, et qu'elle permette cet équilibre nouveau, de s'installer. Et donc, pour revenir à la question, il faut aider le tabagique à être moins mal
dans son sevrage. Et là, il ne faut pas hésiter à l'aider, soit nous-mêmes, si on peut faire un bon soutien psychologique, comme je le disais tout à l'heure, ou à faire appel à un spécialiste qui va le soutenir et l'aider dans cette démarche. Cette démarche, elle est indispensable et le soutien psychologique est également indispensable. Merci. Alors, comment détecter le risque suicidaire? Oh là, ça c'est toute une question. Hein. Non, vous savez, on n'est pas comme en cardio. Hein. Ouais, on n'est pas comme en cardio. Le risque suicidaire, c'est une évaluation de la gravité, d'abord du type de dépression devant lequel on est. Si on a un mélancolique, il est évident qu'il faut faire très attention. Si on a quelqu'un qui est dans ce qu'on appelait classiquement donc cette fameuse dysthymie ou ce qu'on appelait la névrose dépressive, il est évident que les symptômes dépressifs font partie de la personne. Et là, on se retrouve avec des gens qui font souvent des passages à l'acte, mais qui sont surtout de l'appel à l'aide. C'est du mal-être. On n'est pas dans le même registre. C'est pour ça que j'ai parfaitement séparé les dépressions de type majeur des autres dépressions. J'ai tenu à le faire pour justement qu'on fasse attention à ce qui peut se passer dans une dépression majeure et qu'on fasse peut-être moins attention au risque suicidaire, en tout cas à la gravité, à la létalité, n'est-ce pas, puisque c'est un mot à la mode, du risque suicidaire dans les deux autres types de dépression. Donc c'est vraiment une évaluation de la gravité, mais ce qu'il faut, si on a le moindre doute, il faut surtout faire attention et surtout aussi faire attention à ce qui peut se passer après, ces fameuses 2 semaines au bout desquelles il y a possibilité de passage à l'acte. Je le disais tout à l'heure, il y a une libération, n'est-ce pas, de cette inhibition psychomotrice à laquelle est le patient sans lever de la douleur morale et avec le risque de passage à l'acte qui est caractéristique, encore une fois, de la mélancolie. Mais en règle générale, si on a un mélancolique, il vaut mieux ne pas s'en occuper. Si on a un mélancolique, il vaut mieux l'envoyer sur le spécialiste. Le cardiologue va surtout pouvoir s'occuper de ces fameuses dysthymies et ne se borner qu'à ça. L'autre volet de la prise en charge qui concerne les malades mélancoliques, je me permets de vivement insister sur l'intérêt pour le patient et pour le cardiologue de le diriger sur le psychiatre spécialiste. Ok. Je vais vous dire un commentaire du professeur Saïd Soulami. Alors, il a dit « Je voudrais attirer l'attention de nos amis cardiologues sur l'utilisation de l'escitalopram qui peut allonger le QT chez ces patients qui consultent souvent pour des extrasystoles pour lesquels on donne les antiarythmiques de la classe 1. Les autres molécules ne posent pas de problème. Alors, sa question, faut-il, dans le contexte des grands tabagiques, souvent déprimés, même on rejoint, qui ont fait un accident vasculaire cérébral, un accident vasculaire coronarien, prescrire systématiquement un antidépressif? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, il faut éviter les citalopram. Oui. Alors, est-ce qu'il faut donner un antidépresseur systématiquement? Encore une fois, nous ne sommes pas en cardiologie. Nous sommes dans un registre, le registre de la psyché. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'améliorer avec, à la limite, même parfois, pas nécessairement un antidépresseur. Il y a des gens qui se guérissent d'une dépression sans avoir recours aux antidépresseurs. L'antidépresseur, s'il vous plaît, l'antidépresseur n'a de sens que si on le prescrit comme un élément de la prise en charge. Si on donne un antidépresseur comme on donne un antihypertenseur, on est à côté de l'intérêt du patient. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être à l'écoute du patient, l'entendre, lui donner le temps, lui donner la possibilité de verbaliser. Vous savez, les neurosciences montrent des choses fantastiques. Vous savez, quand vous êtes devant un patient, quand vous êtes devant quelqu'un en général, vous allez, si vous restez un moment et que vous discutez, que vous êtes bien avec lui, vous allez avoir, on a pu mesurer des vibrations au niveau du cerveau, et les deux cerveaux vibrent en phase. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça montre à quel point, quand vous discutez avec quelqu'un, que vous lui donnez votre attention et que vous avez cette écoute qui par laquelle vous montrez à l'autre que vous l'écoutez, vous l'entendez, vous n'êtes pas en train d'attendre qu'il termine et lui montrant, parce qu'on passe jamais à côté, et on arrive, si on fait attention au temps, on montre à l'autre qu'on a envie qu'une chose, c'est qu'il débarrasse le plancher. Si on n'est pas là-dedans, on vibre en phase. Et cette phase, c'est comme le transfert, ce fameux transfert. Si on n'est pas en phase, si on n'est pas dans la relation avec l'autre, on ne fait rien. Le médicament ne fait que très peu d'action, n'a que très peu d'action s'il n'est pas associé à une prise en charge. Donc, le tabagique ou quelqu'un d'autre
Oui, si on pense que c'est important, s'il a suffisamment d'éléments dépressifs, oui. Mais encore une fois, si vous inscrivez ce traitement médicamenteux dans une prise en charge globale, nous avons affaire non pas à un cerveau malade, s'il vous plaît, nous avons affaire à une personne qui dysfonctionne, dont la psyché elle dysfonctionne et qui doit être prise en charge dans sa globalité. C'était ma conclusion, c'est un être global. Ce n'est pas un cerveau malade, s'il vous plaît. Donc prenez-le en charge dans sa globalité. Je pense que c'est aussi valable pour la cardiologie. Merci, Dr Thiel. Alors, je passe la parole à notre amie Hind. Hind, tu nous as parlé des antidiabétiques oraux. Mais quelle est la place des injectables agonistes du GLP-1? En fait, comme le sujet que vous m'avez demandé, c'était spécifiquement les antidiabétiques oraux, je me suis focalisée sur les ISGLT2, mais c'est vrai que lorsqu'on va être en prévention secondaire ou à très haut risque cardiovasculaire, vous l'avez vu dans l'algorithme, on pouvait prescrire un injectable agoniste du récepteur au GLP-1 qui avait démontré la même chose, une supériorité en termes de morbimortalité cardiovasculaire. Donc en fait, on va dire que les indications peuvent se ressembler, mais par exemple, on a certaines qui vont plutôt privilégier l'un par rapport à l'autre. Si le patient est insuffisant rénal, clairement, on va plutôt privilégier cet injectable. Si on a besoin de baisser plus l'hémoglobine glyquée, c'est vrai que pour certains, ils la baissent bien. Également, lorsque on va avoir des patients, on peut avoir la trithérapie, un metformine agoniste du récepteur au GLP-1 et ISGLT2. Ce serait peut-être la trithérapie de choix pour un patient dans la catégorie cardiovasculaire, très haut risque cardiovasculaire. Alors, une autre question. Que pensez-vous de l'étude Verify publiée dans le Lancet par rapport à l'introduction précoce de gliptine metformine, protection cardiovasculaire? Oui, alors l'étude Verify, c'était une étude qui était sur l'introduction précoce de la vildagliptine associée à la metformine chez des patients donc diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués avec des hémoglobines glyquées qui sont même inférieures à 6,5. Donc, c'est une étude qui a permis de montrer qu'on pouvait garder… En fait, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est surtout par rapport à l'inertie thérapeutique et la glucotoxicité, parce que les patients qui allaient être traités par bithérapie d'emblée allaient avoir le même traitement finalement pendant plus de temps qu'un patient qui allait avoir et la metformine, puis la vildagliptine, puis le reste. Alors, dans cette étude, au niveau cardiovasculaire, ce n'était pas du tout une étude dont l'objectif primaire, c'était comme pour les autres dont on a discuté, les points MACE, mais c'est vrai qu'il y a eu moins d'événements cardiovasculaires dans cette étude chez les patients qui avaient une bithérapie orale d'emblée, mais quand même, je voudrais rappeler que c'est des patients qui sont nouvellement diagnostiqués. Donc, de toute façon, ils ne sont pas exposés à plus de risques et c'était des patients qui étaient en prévention primaire. Donc, oui, pour éviter l'inertie thérapeutique, ils sont proposés, c'est marqué dans l'ADA d'ailleurs, dans les recommandations, surtout s'il y a un gap entre l'objectif d'hémoglobine glyquée et l'hémoglobine glyquée actuelle de 1,5 à 2%. Pour faire clair, patient nouvellement diagnostiqué qui fait des mesures régionodététiques pas trop mauvaises, s'il a une hémoglobine glyquée qui dépasse 8,5%, voire 9%, la bithérapie orale d'emblée va être plutôt bénéfique chez des patients en prévention primaire, hein, j'insiste. Alors, une autre question pour toi, Hind. Finalement, les inhibiteurs SGLT2 sont-ils néphroprotecteurs ou doublent-ils la créatinine? Non, en fait, c'était un ralentissement du doublement de la créatinine qu'il y avait dans l'étude. Donc, en fait, ils sont protecteurs. C'est le ralentissement qu'ils permettent de réaliser. Donc, effectivement, ils sont protecteurs rénal. Et je pense que ce sont des traitements qui doivent être vraiment discutés entre cardiologues, néphrologues et endocrinologues pour pouvoir les proposer. Alors, je vais vous dire, au Maroc, je sais qu'ils ne sont pas encore remboursés, mais ils sont remboursés par les mutuelles et je trouve que ce sont des traitements qui ne sont pas assez prescrits, pas assez proposés. Il faut d'abord proposer au malade en lui expliquant les avantages et ça peut se faire lorsqu'on peut justement avoir cette symbiose entre les 2 ou les 3 spécialités qui le prennent en charge et même le médecin généraliste pour pouvoir diminuer son risque global finalement. Alors, le docteur Mbchouri, il a posé la question suivante. Par quel mécanisme surviennent les infections urogénitales sous
Les ISGLT2, du fait qu'ils vont avoir un passage beaucoup plus important au niveau du rein, donc il y aura du sucre et du sucre qui va être éliminé par les urines, c'est essentiellement par ce biais qu'on va avoir plus d'infections urogénitales. C'est par le biais de la glucosurie. Alors, une autre question pour toi. Pourquoi les endocrinologues restent réticents pour les SGLT2? C'est une très bonne question. En fait, les endocrinologues de chez nous, c'est vrai que pour moi, l'indication est claire pour beaucoup de patients et j'aime toujours insister sur le fait que ce n'est pas simplement des patients qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, mais également les patients, comme on a vu tout à l'heure, à très haut risque cardiovasculaire qui bénéficient de ces traitements. Donc, si vous avez un endocrino ou un autre médecin qui n'a pas justement trouvé on va dire l'indication, l'intérêt de la discussion entre nous est intéressante et j'aimerais bien que les cardiologues justement, on se connaît tous, hein, téléphonent ou écrivent un courrier à l'endocrinologue pour pouvoir prescrire ce traitement. Je dois dire que beaucoup de mes confrères le prescrivent. On est beaucoup limité par le fait qu'il ne soit pas remboursé, hein, pour être honnête, mais je suis sûre qu'on pourra faire mieux plus tard. Je pense que la collaboration doit être importante et le fait de s'inviter comme ça dans les congrès, les cardios chez les endos chez les cardios va nous permettre d'avancer dans ce sens. C'est sûr, il faut qu'il y ait entre les deux. Alors, c'est pour toi maintenant, Atul. Alors, est-ce que le cholestérol total seul a une signification dans l'interprétation des dyslipidémies? Oui, c'est une très bonne question, puisque dans l'évaluation du risque cardiovasculaire, ce n'est pas le LDL cholestérol, mais le cholestérol total. On va dire que le score de risque cardiovasculaire, c'est un score qui a été développé pour permettre à tout le monde de calculer facilement le score de risque cardiovasculaire sur la base donc du cholestérol total. Mais dans les faits, celui qui a posé la question a tout à fait raison. Pour affiner le risque, avoir le LDL, avoir même la LP petit a, avoir les apolipoprotéines B, peut être un indicateur pour affiner le diagnostic et affiner le traitement. On sait par exemple que les gens qui ont des LP petit a élevés ont plutôt des dyslipidémies avec une composante génétique et familiale. Ça peut aider dans le diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Dans d'autres situations où on est parfois surpris par l'absence d'élévation trop importante de cholestérol total ou au contraire d'élévation très importante du cholestérol total, mais qui est le fait d'une augmentation du HDL cholestérol. On pourrait traiter à tort alors un patient alors que finalement sa fraction protectrice est augmentée, c'est elle qui est responsable de l'augmentation. Donc, réponse courte, cholestérol total, c'est un bon outil pour faire de l'évaluation globale, du dépistage, mais effectivement d'avoir le LDL et les autres fractions, ça permet d'affiner le diagnostic. Ok, une autre question, je crois un peu pratique. Alors, c'est pour vous deux, pour toi Atul et pour Hind. Prescrivez-vous des statines et des médicaments cardio- et néphroprotecteurs pour un jeune diabétique de 19 ans, diabète de type 1 depuis 16 ans et qui a un LDL à 1,30? Je laisse d'abord Hind ou moi je réponds. Un patient, je vais démarrer sur le diabète et puis peut-être que vous finissez sur le LDL. Oui. Il faut comprendre que le diabétique de type 1 va être traité par insuline. Hein, c'était bien un diabétique de type 1, ça ne peut pas être un type 2 à cet âge-là, à 19 ans. Il est à très haut risque cardiovasculaire. Peut-être, on n'a pas les autres critères. Un patient diabétique de type 1 ne va pas avoir de traitement par ISGLT2 ou agonie du récepteur au GLP1 pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a des études en cours sur le type 1 pour évaluer l'intérêt de ces thérapies, avec même des AMM qui vont démarrer ou qui ont déjà démarré, notamment pour les agonies du récepteur au GLP1 plus que pour les ISGLT2. Donc, pour l'instant, on va continuer à traiter son diabète avec de l'insuline en ayant un objectif d'hémoglobine glyquée non pas inférieur à 7%, mais entre 7 et 7,5%, plutôt d'ailleurs vers 7,5% pour qu'il ne fasse pas d'hypoglycémie dans ces cas-là. Et le LDL, je vais laisser Atul Pathak enchaîner sur le LDL. Oui, effectivement. Bon, le pronostic cardiovasculaire des diabétiques de type 1, il est bien sûr essentiellement lié en fait au contrôle de l'hémoglobine glyquée. Les méfaits du déséquilibre de la glycémie vont porter
à la différence du diabétique de type 2, pas que sur le macrovasculaire, mais aussi sur le microvasculaire. Et ces sujets souffrent sur le plan cardiologique de neuropathie autonome cardiaque, d'hypotension orthostatique, de dysautonomie cardiovasculaire. Donc, la première base de traitement, ça reste le contrôle de l'hémoglobine glyquée. Ensuite, pour ce qui est des autres facteurs de risque, je crois que l'intérêt des IEC ou des ARA2, mais on va dire plutôt les IEC qui ont été mieux étudiés dans cette indication, c'est la néphroprotection et la protection, on va dire, des organes cibles. Donc, intérêt éventuellement pour retarder l'altération rénale ou l'altération vasculaire. Pour ce qui est des statines, je crois que chez des sujets jeunes, pour lesquels le LDL n'est pas trop élevé, on est à 1,3, les objectifs qu'on a définis, c'est-à-dire de 1 g ou de 0,7 g, ont été surtout mis en place pour les diabétiques de type 2, mais pas pour les diabétiques de type 1. Donc, je crois que finalement, le facteur de risque supplémentaire chez ces diabétiques de type 1, c'est l'âge. Et au gré de l'âge, c'est-à-dire quand ils atteindront 35, 40 ans, peut-être qu'on voudra alors les protéger en leur rajoutant une statine, mais pas véritablement pour protéger ces patients de type 1 du risque cardiovasculaire à cet âge-là. Il y a une vraie différence entre le type 2 et le type 1 dans les complications cardiovasculaires. C'est beaucoup plus macrovasculaire pour le type 2 et plutôt microvasculaire pour le type 1, même si c'est schématique. Donc, 1,3 g, je ne lui démarrerai pas de statine pour l'instant. D'accord, très bien. Alors, les recommandations européennes soulignent l'importance du dosage de l'ApoB et de la lipoprotéine A. Comment s'en servir en pratique clinique quotidienne? Docteur. Alors, je peux peut-être répondre, Ine. Donc la LP petit a, il faut savoir que c'est un marqueur lipidique qui varie très peu et qui donc doit faire partie du bilan de quelqu'un qui a une dyslipidémie une seule fois. Ce n'est pas un truc qu'on va doser, qu'on va monitorer, qu'on va surveiller et qui oriente dans des tableaux qui sont évocateurs d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote vers le caractère génétique. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un doute, quelqu'un a un cholestérol total élevé, du LDL élevé, mais il n'a pas non plus les lésions qu'ont les gens qui ont une dyslipidémie familiale homozygote, il n'a pas de xanthome, il n'a pas d'arc cornéen, il n'a pas de localisation lipidique ailleurs. Donc vous dites, bon, c'est du cholestérol élevé, mais ce n'est pas de la dyslipidémie homozygote familiale. Est-ce que c'est vraiment génétique? Donc, doser la LP petit a chez ces patients, ça peut orienter vers le caractère génétique, mais on ne le fera qu'une seule fois. L'intérêt de l'ApoB, c'est dans certains tableaux où vous avez une hypertriglycéridémie qui fausse le calcul du LDL cholestérol. Donc là, on va avoir quelque chose de précis. En faisant l'ApoB, on aura une appréciation plus fine des fractions athérogènes du cholestérol. Il y a du LDL dedans, mais il n'y a pas que du LDL, où il y a plusieurs fractions de LDL, plusieurs fractions athérogènes. Donc, l'ApoB, c'est peut-être plus fin que le LDL. Et ça peut servir à faire du diagnostic, pas nécessairement du suivi. La LP petit a, c'est un bon outil de diagnostic pour les dyslipidémies familiales génétiques, mais pas un outil de suivi ou de monitoring de l'efficacité d'un traitement. Alors, l'intérêt des statines chez l'hémodialysé. Alors, l'intérêt des statines chez les hémodialysés, il y a deux types d'études qui ont démontré cet intérêt. Il y a des études prospectives randomisées. Je dirais que l'étude phare, c'est l'étude SHARP, qui a démontré que l'association simvastatine-ézetimibe réduisait la morbimortalité de ces patients qui ont une insuffisance rénale. C'est l'étude, je dirais, qui a été à l'origine de l'entrée dans les recommandations de l'insuffisance rénale comme un facteur de haut risque. Vous savez, dans la case des patients qui avaient plus de 10% de risque d'événement, il y a les insuffisants rénaux qui ont une clairance de la créate inférieure à 30 ml par minute. Et puis ensuite, il y a eu des études rétrospectives qui ont porté sur des petits échantillons d'insuffisants rénaux. Il y en a eu deux. Il y en a eu une avec l'atorvastatine et la seconde avec la rosuvastatine, qui montrent, donc respectivement l'étude 4D et l'étude Aurora, qui montrent que les statines chez les sujets qui ont une insuffisance rénale chronique améliorent le pronostic de ces patients. Donc je crois qu'en pratique, quelqu'un qui a une insuffisance rénale chronique bénéficiera d'un traitement par statine. Il faudra idéalement utiliser une statine à faible dose pour éviter le risque d'effets indésirables, augmenter progressivement la dose pour atteindre des objectifs thérapeutiques, donc LDL bas, puisque ça fait partie des patients à haut risque cardiovasculaire si la clairance est inférieure à 30. Et souvent, la combinaison statine-ézetimibe, justement pour ne pas avoir augmenté trop les statines et ne pas exposer trop les patients au risque d'effets indésirables des statines, tout en garantissant un bon contrôle du LDL cholestérol. Très bien. Alors, une autre question pour toi, Atul. Vu que l'association est fréquente, l'hypotension avec risque élevé,
serait-il adéquat d'associer une statine ou au moins un régime hypocholestérolémique chez tout hypertendu sous traitement? Alors, il y a eu une étude qui a essayé de répondre à ça, qui est l'essai ASCOT. Donc, dans l'essai ASCOT, on a pris des hypertendus, mais qui étaient à haut risque, parce qu'ils cumulaient avec l'hypertension soit d'autres facteurs de risque, soit une atteinte d'organes cibles. Et chez ces hypertendus, on a systématiquement donné 10 mg d'atorvastatine et on a comparé ça au placebo. Les résultats sont là, c'est l'étude ASCOT-LLA. Elle montre en fait qu'il y a une réduction de 20% du risque d'événements cardiovasculaires. Donc, je crois que la statine systématique se justifie chez l'hypertendu à haut risque, mais si vous vous rappelez mon tableau, l'hypertendu à haut risque, c'est un hypertendu qui de facto va être à plus de 5% de risque cardiovasculaire, mais la statine systématique chez tous les hypertendus, non. Donc, je crois que l'idée, c'est vraiment calculer le risque de votre patient hypertendu et si son risque est supérieur à 5%, lui proposer un traitement par statine. Okay. Une question pour toi, Hind. C'est Dr Fdouache de Marrakech qui a posé cette question. Alors, ces traitements bénéfiques pourraient-ils être envisagés comme des traitements de première intention avant la prescription de metformine ou d'autres antidiabétiques chez les sujets âgés? Les mycoses sont-elles fréquentes? Alors, c'est vrai que lorsqu'on va avoir ces traitements, l'ESC, vous avez vu, l'ont placé chez tous les patients, âgés ou pas âgés, en prévention secondaire. Ils ont placé ISGLT2 agoniste du récepteur au GLP1. Alors, pour un sujet âgé, si jamais la metformine n'est pas indiquée, c'est très probablement parce que sa fonction rénale n'est pas correcte. Donc, normalement, ça va être les deux qui seront mis en second, on va dire, de côté. Et la metformine, même chez un sujet âgé avec un bon DFG, on peut aller à 1 gramme par jour. Après, il faut faire attention aussi chez le sujet âgé à cause du risque de déshydratation. Il faut vraiment insister lorsque vous avez ces traitements pour leur expliquer qu'il faut qu'ils boivent au moins 1,5 litre, voire 2 litres par les périodes de chaleur chez nous pour qu'il n'y ait pas justement d'effet sur l'hypotension. Maintenant, le fait simplement que le sujet soit âgé, s'il est en prévention primaire, peut-être que le meilleur des traitements pour lui à ce moment-là, si on ne peut pas mettre de metformine, ce sera plutôt un IDPP4. Parce qu'il y aura une baisse de l'hémoglobine glyquée sans hypoglycémie. Bien entendu, il n'y aura pas de perte de poids, mais il n'y aura aucun effet indésirable dans ces cas-là. Et on a beaucoup d'études pour le sujet âgé avec les IDPP4 qui ont démontré, bien entendu en prévention primaire, hein, j'insiste, des bénéfices. Il faut vraiment peser le rapport bénéfice-risque, même lorsqu'on est en prévention secondaire dans ces cas-là. D'accord. Alors, une hypertriglycéridémie, même élevée, est-elle à négliger chez un coronarien? Alors, l'hypertriglycérémie très élevée, c'est-à-dire 12 grammes, 11 grammes, 10 grammes, son traitement est justifié parce qu'on a peur du risque de pancréatite. Donc ça, je ne remets pas ça en cause. Vous avez besoin d'un fibrate, ça marche. Si votre objectif, c'est de traiter le risque cardiovasculaire, le traitement établi pour le coronarien, quel que soit son niveau de triglycérides, c'est le traitement par statine. C'est ça qui importe chez le coronarien. On va accepter d'avoir des triglycérides élevés, qui d'ailleurs peuvent être parfois modulés par le régime, l'activité physique. On va laisser les triglycérides élevés parce que l'objectif, c'est vraiment de baisser le LDL et de donner le maximum de chance aux patients coronariens en leur donnant des statines. Après, il y a deux possibilités, même trois. La première, c'est dans des situations très complexes d'associer statine et fibrate avec le risque que l'on connaît, mais si c'est surveillé ou coaché par quelqu'un qui s'y connaît, pourquoi pas, mais il y a un risque majeur d'effets indésirables, mais ça peut être une stratégie. Même si cette stratégie n'a jamais fait la preuve de son efficacité dans un essai, il y a eu un seul essai qui est l'essai accord lipide qui a étudié phénofibrate, simvastatine, mais c'est vrai que dans le sous-groupe des patients qui avaient triglycérides élevés, HDL par, quel que soit le niveau de LDL, statine fibrate a réduit le risque d'événement. Deuxième réponse, on pourrait s'associer à des oméga 3, mais là aussi, études positives, études négatives, finalement, les oméga 3 ont été retirés des recommandations dans la prise en charge en prévention secondaire des coronariens. Mais si vraiment on veut baisser les triglycérides, on peut recourir aux oméga 3. Et troisième réponse, qui à mon avis est l'avenir, c'est dans les suites de l'étude Reduce It, qui a évalué l'effet de l'EPA, qui est une fraction des oméga 3. Vous savez que les oméga 3, jusqu'à présent, c'était un mélange d'acides gras polyinsaturés, le DHA et l'EPA, et la qualité de ces oméga 3 était définie par le rapport EPA sur DHA.
en fait, on a pu synthétiquement, chimiquement produire de l'EPA pur. Et l'EPA pur donné à des diabétiques qui avaient un traitement par statine, en plus du traitement par statine, a entraîné une réduction très, très importante de la mortalité cardiovasculaire, quel que soit le niveau de LDL, chez les gens qui avaient quand même des triglycérides un petit peu élevés. Donc, je crois que l'avenir, chez les gens qui auront besoin de statine et qui auront des triglycérides élevés, ça sera de leur proposer l'EPA qui a révolutionné et qui a d'ailleurs bénéficié d'un label de la FDA dans un process accéléré parce que c'est devenu maintenant un traitement de choix pour ces tableaux-là. Donc, EPA à suivre pour la prise en charge de l'hypertriglycéridémie chez les coronariens. Très bien. Alors, est-ce que les diurétiques n'aggravent pas les dyslipidémies et sont donc à éviter en première et en deuxième intention en cas d'hypertension artérielle et dyslipidémie? Alors, effectivement, les diurétiques ont des effets métaboliques délétères, c'est connu, c'est rapporté, mais le bénéfice clinique du contrôle tensionnel dépasse les méfaits potentiels d'un diurétique. Je veux dire par là, c'est que si vous avez besoin d'un diurétique pour contrôler la tension, souvent, après vous avez toujours le choix chez quelqu'un qui est métabolique de commencer par l'IEC associé à l'inhibiteur calcique, mais si vous avez besoin du diurétique pour contrôler sa tension, il ne faut pas hésiter parce que nos collègues diabétologues endocrinologues adapteront le traitement si nécessaire et pour juguler le déséquilibre métabolique qu'il y aura. Ensuite, cette dyslipidémie, elle n'est pas majeure, elle n'est pas à risque, elle n'est pas inquiétante, elle n'est pas fixe. Donc, je crois vraiment ce qui prime, c'est le contrôle tensionnel, même chez les métaboliques. D'abord, privilégier bloqueur du SRA, inhibiteur calcique, mais si le recours au diurétique est nécessaire, il faut y aller. Ne tombez pas dans le piège d'utiliser des médicaments non validés, que ce soit les alpha-bloquants, les antihypertenseurs centraux ou autres. Allez à la trithérapie. Et si vraiment vous êtes inquiet, que ce soit pour le déséquilibre glycémique ou lipidique, feront le job et nous aideront. Merci. Je pense qu'il y a d'autres questions, mais vous avez déjà répondu à ces questions. Saïd, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'on arrête? Je pense qu'on est on rajoute encore, si tu veux, 5 minutes de questions, mais pas plus. Oui. Si les orateurs sont d'accord. Est-ce que tu as des questions? Les questions, c'est des questions il y a des répétitions. C'est pour ça que j'ai choisi. Alors, risque d'arrêt de traitement par statine chez la personne c'est ce que j'allais poser, oui. âgée avec douleur musculaire. Alors, c'est toujours une question de balance bénéfice-risque, d'accord? Ce n'est pas une question d'âge. Mais si votre patient est coronarien en prévention secondaire, qu'il a vraiment besoin d'une statine et qu'il a des effets indésirables, il faut toujours avoir à l'esprit plusieurs choses. D'abord, l'effet indésirable des statines, il est dose dépendant et il est statine dépendant. Donc, ça veut dire que si vous prenez 80 mg de Taor, 20 ou 40 mg de rosuvastatine, vous avez plus de chances d'avoir des effets indésirables que si vous prenez une statine moins dosée ou moins puissante. Deuxièmement, il faut toujours regarder l'environnement parce qu'il y a d'autres facteurs de myolyse, l'hypokaliémie, l'hyperthermie, l'hypothyroïdie, la coprescription de corticoïdes, la coprescription de fibrates. Donc, il faut regarder si autour du patient, il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer ces effets indésirables. Troisièmement, on peut baisser les doses de statine et combiner avec des étimibes. Quatrièmement, on peut, et les recommandations le proposent, si on a vraiment besoin de statine, essayer de faire des microdoses, c'est-à-dire faire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, une petite dose de statine. C'est toujours mieux que de ne rien donner et c'est en général associé à moins d'effets indésirables. D'accord. Bon, une autre question. Alors, pour un patient de 48 ans sans facteur de risque, découverte fortuite d'une plaque de la carotide commune de 48%, présente une hypertriglycéridémie à 3 et un cholestérol à 2, et un LDL à 1,67. Faut-il lui donner des statines? Oui. Sous régime, les chiffres baissent, mais ça fluctue d'un bilan à l'autre durant le traitement. Et que pensez-vous de la prévention par aspirine dans ce cas? Alors, la statine, il faut la donner. Donc, ça, il n'y a pas, je pense que les choses sont assez claires. Je ne vais pas aller tous les chiffres, mais globalement, on est chez quelqu'un qui va avoir 5% de risque. L'objectif est d'être à 1,16, il est au-dessus, donc ça sera statine. Et deuxièmement, pour l'aspirine, c'est une très bonne question.
50%, on est à la limite de la prescription d'un antiagrégant plaquettaire. Bénéfice de prévention existe, mais il est limité. Risque hémorragique est présent. Donc, moi, j'attendrai pour lui prescrire un antiagrégant plaquettaire de façon systématique. D'accord. Bêta-bloquants et glycémie. Alors, effectivement, les bêta-bloquants ont des effets indésirables. Ils entraînent une baisse du risque du taux de HDL, une augmentation du risque de triglycérides, un effet indésirable sur le plan du métabolisme glucidique, de l'insuline et de la glycémie. Mais encore une fois, la vraie question, c'est pourquoi je veux prescrire des bêta-bloquants. Si j'ai un insuffisant cardiaque, un coronarien, et que la prescription des bêta-bloquants, elle est indispensable parce qu'elle réduit la morbimortalité cardiovasculaire, je dirais que le reste n'a pas d'importance, il sera géré, jugulé. Si votre prescription de bêta-bloquants est inadaptée, c'est-à-dire que vous allez la prescrire pour juguler une hypertension, or ça ne fait pas partie pour l'instant de l'algorithme de prise en charge de l'hypertension ou pour d'autres symptômes, il faut alors aller vers une autre molécule validée. Donc quand on a besoin du bêta-bloquant, les effets délétères métaboliques, eh bien, il faudra apprendre à les gérer. Quand on n'a pas besoin du bêta-bloquant, il ne faut surtout pas les prescrire parce qu'ils ont des effets indésirables, leur bénéfice n'est pas patent. D'accord, Hint? Tout à fait. En fait, il faut, si l'indication est là, c'est le bêta-bloquant qui prime. Et même si on dit que les signes d'hypoglycémie sont masqués, vous avez vu qu'on a d'autres traitements qui n'entraînent pas d'hypoglycémie. Et même s'ils en ont, on va insister sur l'autosurveillance. On doit toujours regarder la balance bénéfice-risque. Et si jamais le bêta-bloquant est indiqué, à ce moment-là, on gère le diabète sans souci. Il n'y a pas du tout, on va dire, il ne va pas y avoir une interaction. Une dernière question de la part du docteur Khatouli de Marrakech. Jusqu'à quel âge on doit continuer à donner les statines? Merci Ali pour ta question. Donc, jusqu'à quel âge? Je crois que c'est une excellente question parce que l'âge, finalement, ce n'est pas l'âge civil, mais ça sera l'âge physiologique. Si vous avez un petit papy qui va faire son marché dans le souk de Marrakech, qui va se promener dans les jardins de Majorelle, qui s'occupe de ses petits-enfants, alors lui donner la chance d'être exposé à une statine le plus longtemps possible parce qu'il n'en a pas les effets indésirables, c'est un plus. À l'inverse, si vous avez quelqu'un même qui est jeune, mais qui a des comorbidités, des troubles des fonctions cognitives, qui a une polymédication, alors je pense qu'effectivement l'arrêt des statines est justifié. Donc je crois que c'est vraiment une question de balance bénéfice-risque individualisée, plus qu'un problème d'âge. Alors bien sûr, on peut revenir aux études. L'étude Prosper montre que la pravastatine réduit le risque d'AVC chez les sujets qui ont en moyenne 81 ans. Ça vaut le coup. Dans les analyses en sous-groupe de tous les essais de lipidologie, les patients, même âgés, qui ont eu un syndrome coronarien aigu et qui bénéficient d'un traitement par statine, tirent un bénéfice à être exposés à ce traitement. Donc, je crois que plus que l'âge, c'est vraiment la présentation clinique et la chance que l'on veut donner aux patients. S'il tolère les traitements, il faut les lui laisser. S'il y a trop de comorbidité, trop de polymédication, il faut savoir les arrêter. D'accord. Une autre question pour Dr. Une dernière, Soumaya. Merci. Peut-être aussi Atoul pourra répondre à cette question. La dépression est-elle curable? À partir du moment où… Merci pour la question. Thé à la menthe, le soleil de Marrakech et la dépression disparaît. Bon. Non. Oui, absolument, absolument. Disons, est-ce qu'elle est curable? Il est évident que nous avons dans notre pratique des déprimés qui redeviennent parfaitement comme avant. D'ailleurs, moi, quand je prends les gens dans ma clinique, je leur dis que le deal, c'est pas d'être comme avant, parce que c'est ce qu'ils demandent, c'est d'être mieux qu'avant. Parce que l'expérience de la dépression, vous savez, faut pas croire, l'expérience de la dépression est une expérience, disons, des plus intéressantes. Elle permet de revoir notre rapport à nous-mêmes et au monde. Ça veut dire qu'elle peut constituer un tremplin pour se construire et construire notre relation avec nous-mêmes, avec les autres, dans une autre dimension. Donc, il faut en sortir, mais il faut en sortir grandi, donc c'est le deal. Mais bien évidemment, encore une fois, si on accompagne ça avec un accompagnement psychologique intéressant, parce que si on est confronté à nous-mêmes, à notre douleur, et qu'on attend le jour où le médicament va commencer enfin à agir après 15 jours, comme il est classiquement dit, c'est un petit peu ennuyeux. Donc, il y a quelque chose à mettre en place pour permettre, pour donner toutes ces chances aux gens de s'en sortir. Et il faut pas croire, mais la très grande majorité des gens donc sont
parfaitement asymptomatiques au bout de quelques semaines de traitement. Donc, ils sont complètement et ils ont peut-être d'autres symptômes d'anxiété, des symptômes de dysfonctionnement qui sont ni plus ni moins que des symptômes qui sont les leurs et qui s'inscrivent dans leur fonctionnement normal. On a tous des symptômes. Alors, est-ce que guérir, c'est être asymptomatique? Non. Guérir, c'est avoir un fonctionnement avec soi-même et avec les autres suffisamment bon pour qu'on arrive à avancer et à nous construire et à dépasser les moments difficiles. La dépression majeure, quand elle est là, elle est critique. C'est une crise dépressive. Ce n'est pas un état. Ce n'est pas un état. Les dysthymies peuvent constituer un état. Hein. On a parlé de pattern, on disait pattern D à une époque. Donc, en tout cas, même ces dépressions, quand elles s'inscrivent dans la durée, ces dysthymies, même à ces problèmes-là, il y a des réponses. Et là, les réponses ne sont pas médicamenteuses le plus souvent, elles sont psychologiques. Donc, simplement, n'oublions pas encore une fois, que ce n'est pas le cerveau qui est malade, c'est un dysfonctionnement d'un individu qui a besoin d'être aidé en tant que personne et non pas avec un cerveau qui dysfonctionne. Et je pense qu'avec ça, on donne toutes leurs chances aux personnes qui sont déprimées de s'en sortir et de s'en sortir grandis. Très bien, merci. Alors, merci à l'assistance, merci à nos éminents orateurs, merci Atlas Pharma. Et je ne vais pas terminer sans remercier Younes, notre informaticien qui fait du sans faute. Je remercie aussi notre ami Hassan Mir. Alors, c'est le grand Hassan, moi je l'appelle le grand Hassan, qui nous assiste tous avant le webinaire pour tout le côté technique. Merci pour tes conseils, cher Hassan. Alors, je vais vous rappeler, si vous voulez bien, les webinaires qui seront programmés pour la semaine prochaine, à partir de demain. Atoul, tu peux toujours te connecter et assister à nos webinaires. Avec plaisir. Je poserai des questions. Oui, tu poseras des questions. On t'aurait invité. Moi, si je suis présent, j'écouterai simplement. On t'aurait invité ce soir pour le tour, mais bon. Ce soir, je vais dîner en famille. D'accord, très bien. Alors, demain, on aura un webinaire en collaboration avec les laboratoires Bayer. Alors, qui va traiter, on aura monsieur professeur Benny, docteur Sfiani et docteur Alos de Paris, c'est un webinaire à thème. Alors, gestion des AOD en période du Covid. On n'a pas parlé de Covid aujourd'hui. Prise en charge de la myocardite aiguë en 2020, le coroscanner devient l'examen de première intention dans le diagnostic de la maladie coronaire, traité par Dr Alos. Alors, le lundi, on aura un webinaire qui est organisé par le Centre cardiologique Casa Enfa. C'est le lundi 18 mai. Alors, pour le webinaire de demain, il est toujours à 14 h. Alors, celui du 18 mai, le lundi 18 mai du Centre cardiologique Casa Enfa, il sera à 16h30 et il va être… Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous. Merci bye bye, tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Le professeur Dania Mourti et le modérateur, c'est Kamel Boural. Alors, ça, c'est lundi. Le mardi, c'est le webinaire de la Société marocaine de cardiologie. Alors, qui va aussi, ça doit être la prise en charge optimale de l'insuffisance cardiaque. Et le mercredi, c'est le webinaire de l'AMCAR. C'est le débat exceptionnel avec le professeur Philippe Parola, proche collaborateur du professeur Didier Raoult. Et il va nous parler du coronavirus, état des lieux et perspectives. Ça va être un débat, il y aura des questions-réponses. Alors, ça c'était mercredi 20. Il y a tellement de webinaires, on commence à Le jeudi 21 mai, c'est le webinaire des cardiologues de Marrakech qui va avoir le jeudi 21 mai à 16 h. Et le vendredi, c'est le webinaire de la Société marocaine des maladies vasculaires. Et après, ça va être Eid al-Fitr, Eidukum Mubarakum Saïd. À toi la parole, Saïd. Merci Soumia, merci pour ton excellente modération. Merci Moulay Hachem, merci beaucoup Hind, merci à tous. C'était un webinaire magnifique.
Parfait, on s'est régalé et à la prochaine, espérons vous voir en bonne forme, Inch'Allah. Et bon ftour, merci à tout le monde, merci beaucoup.